Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret Couleurs du deuil. Alors aujourd'hui, je ne reçois pas un formateur du coffret, mais je reçois Boucar Diouf. Je vais vous le présenter dans quelques instants si vous ne le connaissez pas encore. Mais je voulais juste vous rappeler pourquoi est-ce qu'on était encore une fois réunis aujourd'hui. Parce qu'on va parler de la mort, du deuil, et là plus précisément avec Boucar, de la mort de sa maman, donc une figure très importante dans notre vie. Et vous le savez, le coffret Couleurs du deuil est encore en vente jusqu'à dimanche, donc c'est vraiment 11 formations et ateliers en ligne qui portent toutes sur le deuil, sur la mort, sur les émotions, sur les chaos, sur l'acceptation, le cadeau caché. On en parlera très certainement aussi avec Boucar dans quelques instants. Donc, c'est vraiment un cheminement pour vous aider à mieux traverser votre deuil en toute intimité. Alors, sans plus attendre, je me tourne vers toi, Boucar. Boucar Diouf, tu es biologiste de profession, humoriste, animateur de radio et de télévision, et tu as écrit plusieurs best-sellers, dont Pour l'amour de ma mère et pour remercier les mamans, Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait 2.0, ou encore Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. Bonjour Boucar. Bonjour Aurore, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est un honneur de te recevoir avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler évidemment de ton nouveau livre donc, qui s'intitule Ce que la vie doit à la mort. C'est un livre passionnant qui se lit très rapidement. Moi, je l'ai dévoré d'une traite. On voit que dans tous tes écrits, tu es très attiré par les sujets et les mettre en parallèle, le sujet de la nature et le sujet des humains, de la famille. Qu'est-ce qui t'intéresse tant dans ce parallèle-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai passé. J'ai passé beaucoup de temps à étudier la biologie, les sciences de l'évolution. Et puis, moi, c'est des choses qui me réconfortent personnellement, replacer l'humain dans la création et de le sortir de cette espèce de regard braqué sur son nombril qui pense que il n'y a rien qui existe à part Homo sapiens. Donc, j'ai grandi dans une ferme, j'ai regardé les animaux, les chiens, les vaches. Toute ma jeunesse a été ça. Je suis allé en biologie et puis moi, je pense que c'est de là que ça vient. Et donc, quand vient le temps de regarder une chose, je ne peux pas me soustraire de la nature pour faire ça. Donc, je passe mon temps à essayer de construire des ponts entre les sciences pures et les sciences sociales parce que c'est ce regard-là surtout que je porte. Puis on en parlait un petit peu avant de démarrer l'entrevue. C'est sûr que quand on donne des exemples de la nature, comme là dans ton livre, tu donnes beaucoup d'exemples de la famille des éléphants. Des fois, c'est Oui, des concepts qui sont plus faciles à intégrer pour nous, les humains. parce que ça nous touche. Parce que ça nous touche, parce que quand on parle aux gens de ce que vivent leurs chiens, leurs chats, parce que ça les touche. Et donc, quand quelque chose touche le cœur, après ça, c'est plus facile à retenir. Moi, je pense que c'est toucher le cœur, dilater la rate. Je pense que c'est des cibles qui permettent quand même de sarcler l'esprit humain, de préparer l'esprit humain à recevoir quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, c'est un peu ça. Et donc, moi, ma mère, j'ai utilisé les éléphants comme... j'ai fait un parallèle entre le deuil chez les éléphants. J'ai mis ça entre guillemets parce que sinon, les biologistes vont me sauter dessus. Mais moi, je suis convaincu que les éléphants ont une conscience de la mort, comme beaucoup d'autres scientifiques d'ailleurs. Donc, le parallèle, parce que ma mère s'est toujours réclamée du clan de l'éléphant. Et pour moi, les matriarches des éléphants et les matriarches des familles humaines, c'est exactement la même chose. Chez les éléphants, c'est les femelles âgées qui dirigent, qui ont l'expérience de la vie, qui ont vu neiger, qui enseignent dans l'école de la vie, comme on dit, qui se souviennent des routes migratoires, qui savent où se trouve l'eau. Et donc, la famille est réunie autour d'une matriarche qui guide. Et dans nos familles humaines, c'est pareil. Ce sont les femmes, c'est les mamans, une grande maman autour de laquelle tout le monde vient se rassembler. Et c'est des espèces d'aimants sur lesquels les petits morceaux de métal viennent se coller pour ne pas se disperser. Et comme chez les éléphants, comme chez les humains, quand cette matriarche, ce pilier, la famille disparaît, ben, l'errance n'est jamais loin. Les gens tournent en rond, ils ne savent plus quoi faire, ils sont complètement perdus. Donc, ce parallèle-là, quand tu le fais et les gens le découvrent, ben, ça les intéresse.
Exactement. Et tu dis d'ailleurs, puisque donc ta maman est décédée récemment, tu es allée au Sénégal par la suite, et tu dis perdre une personne aussi importante, c'est comme si le fait de tirer sur un fil défaisait entièrement une maille à la fois, ce bon vieux tricot si confortable. Est-ce que tu penses qu'on ne prend pas assez soin peut-être des gens qui sont importants pendant qu'ils sont vivants? Est-ce qu'on ne se rend pas assez compte de la chance qu'on a de les avoir autour de nous? Ah, c'est ça, ce bon vieux tricot si confortable et qu'on croyait éternel. C'est ça la suite de la phrase, parce que quand on les a, ces gens-là, on a toujours l'impression que ces personnes sont là pour toujours. Et à un moment donné, quand ces personnes disparaissent, et l'autre image que j'ai utilisée, c'est comme l'étoile qui brille au centre du sapin s'est éteinte, et emportant avec elle les belles couleurs qui faisaient la magie des temps des fêtes, parce que les temps des fêtes s'approchent. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps de vivre leur deuil, la COVID nous a amené cette chenoute, comme on dit en québécois, en bon québécois, cette chenoute des gens qui ont des êtres chers, sont partis, n'ont pas eu le temps de vivre leur deuil. Et quand le temps des fêtes arrive et que les lumières s'allument, tu dis, ah, elle n'est plus là. Ou il n'est plus là, parce que ça peut être un messie aussi. Il n'est plus là, c'est dur. C'est absolument quelque chose de très dur. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut remercier les gens pendant qu'ils sont vivants. C'est très terre à terre comme proverbe. Au lieu d'attendre que la personne meure, puis qu'on agrandisse, qu'on parle de cette personne, mais leur dire merci. Parce que pour moi, c'est ça. L'objectif, quand j'ai écrit le livre, c'est de dire aux gens, peut-être que ça va vous faire du bien. Si vous avez perdu votre maman, votre grand-maman, ou une personne qui vous est chère pendant ces dernières années, et vous portez le deuil en vous, mais aussi, peut-être qu'en lisant ce livre, vous aurez le goût d'aller voir cette personne-là, vous savez, exister, et lui dire merci, à la hauteur de tout ce qu'elle fait pour vous. C'est ça. On ne leur dit pas assez merci, pour revenir à ta question. C'est vrai. Oui, puis comme tu le dis, oui, effectivement, tu as créé un livre sur la perte de sa maman, mais il y a tellement de vérités que tu dis qui peuvent être appliquées quand on perd son conjoint, quand on perd son enfant, quand on perd un ami. Donc vraiment, ce livre s'adresse en fait à beaucoup, beaucoup de monde, à tout le monde en fait, qui vont vivre des pertes ou des deuils dans leur vie. Oui, et puis qui cherche, moi je suis quelqu'un qui a lu Darwin beaucoup, donc qui vient des sciences de l'évolution et qui aime beaucoup regarder la nature sous cet angle-là. Et moi, c'est comme ça que je trouve des réponses à mes questionnements. C'est très personnel, mais c'est pour ça que dans le livre, les gens vont retrouver un lien avec les plantes. Bizarrement, moi, ma mère est enterrée. Quand je suis allé au cimetière, il y a un acacia juste à côté ici. Un acacia, et moi je dis, dans quelques années, on va être frères, moi puis l'acacia. Je suis convaincu de ça, parce que c'est ça aussi la vie. La nature a conçu, la vie, c'est un peu comme si on prenait le dernier soupir de l'aîné qui part pour en faire le premier souffle du bébé qui arrive. Mais la mort nous fait tellement mal qu'on oublie ça. On oublie de l'autre côté, il y a quand même, pour moi, l'immortalité aussi, c'est dans le soleil qui brille, parce que c'est le soleil qui est... La vie, c'est le soleil avant tout. La vie, c'est le soleil et c'est les plantes. Ce sont les plantes qui fabriquent toute la nourriture que nous mangeons. Tout ce que nous portons en nous, c'est un emprunt. C'est un emprunt parce que l'humain ne produit pas. Ce sont les plantes qui sont capables de produire de la nourriture à partir du soleil, de l'eau, puis des ingrédients qu'on retrouve dans la biosphère. Et nous, on les prend et on les emprunte. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Rendez à César ce qui appartient à César », qui veut dire ce que tu es, c'est tout ce que tu vois autour. C'est un emprunt et quand tu vas partir, ben, tu vas le remettre à la terre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on rigole tout le temps quand tu entends dire Jeff Bezos, il vaut 200 milliards ou Bill Gates vaut 200 milliards ou Elon Musk vaut 200. Tu dis non. Moi, comme biologiste, je regarde ça. Biologiste et biochimie, je regarde ça, je dis non, c'est pas vrai, ils ne valent pas plus que 400 pièces. $400, là, si tu regardes si tu regardes dans les entreprises qui vendent les produits chimiques, là, tu regardes un être humain de quoi il est constitué une fois que c'est fini, puis il reste les cendres, il n'y a pas grand-chose. 400 pièces, là, c'est le maximum pour tout le monde. Et quelle que soit ta grandeur, tu as beau être gigantesque, grand, tout ce que tu vas posséder, c'est la surface de la terre qui est suffisante pour t'enterrer. Il y avait un petit conte que j'ai vu, puis je pense que c'est
c'était Alexandre le Grand qui avait demandé à un philosophe jaïen, le jaïanisme, un philosophe jaïen, pourquoi il ne se courbait pas devant le grand qu'il était à l'époque. Et le philosophe lui a dit, et le grand qui contrôlait, qui possédait quasiment la moitié de la terre. Et le philosophe jaïen lui a dit, Alexandre, aucune personne ne peut posséder une surface de la terre plus que sur laquelle il se tient debout. Tu as beau partir en conquête, soumettre les gens par la force et par les armes, mais bientôt tu vas mourir et alors tu ne posséderas plus que la surface de la terre suffisante pour t'enterrer. Mais c'est vrai, c'est ça aussi. Et dans cette surface-là, ben, si tu as un acacia qui pousse à côté, tu vas finir par rendre à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. C'est ça aussi la vie, c'est le soleil. On peut les voir dans le soleil, on peut les voir dans les plantes qui poussent. J'ai parlé de l'air que nous respirons, de l'argon dans le texte. L'argon qui est un gaz rare qui rentre dans nos poumons et sort et se disperse sur la terre. Et quand on respire ici, dans mon bungalow, je respire des atomes d'argon qui ont été dans le souffle de tous les bébés nés sur la planète il y a 2 ans. Et on respire l'argon que les dinosaures ont respiré. Il y a tout ça qui relève un peu d'un mélange de poésie et de biologie qui peut aider les gens aussi à retrouver un sens. Un sens. Tu veux pas, pour ceux qui croient à Darwin, je veux dire, parce qu'on a le droit de ne pas croire à Darwin aussi. Exact. Alors, tu abordes aussi un autre sujet intéressant dans ton livre, c'est la résistance. Hein. On le sait, quand on perd quelqu'un, on va passer par différentes phases de résistance au niveau de nos émotions, des chaos qui vont nous emparer. Et tu dis que quand on vient sur Terre, on est évidemment condamné à mourir. Hein. C'est la seule chose qu'on sait. Et on résiste aussi. On résiste. Exactement. Parce que le bébé, il est confortable, Aurore, dans le ventre de sa maman. C'est chaud. Il est nourri il est relié à sa mère par un téléphone à fil, hein, qu'on appelle le cordon ombilical. Il est perfusé, il entend des bruits, il respire, il est capable de sentir les odeurs de la cuisine et tout. Il est bien, le bébé. Le bébé aussi, il ne veut pas partir. Quand on le dit déménage, au bout de 9 mois, il ne veut pas partir. Le bébé, il ne veut tellement pas partir que la nature a décidé que la volonté va être écartée du chantier. Et la nature a dit, on va envoyer l'ocytocine. Des fois, on utilise le pitocin à l'hôpital pour stimuler les contractions utérines chez une femme, provoquer, comme on dit. Mais c'est ça, ça fait que le bébé, il ne veut pas sortir parce que tu le vois quand il capote aussi, quand il sort. De sortir dans un environnement où tu n'as plus toute cette espèce de sécurité et on lui offre ça en l'emmitouflant dans des linges et tout. Mais c'est un peu ça aussi. L'arrivée comme le départ sont très, très similaires. Et ensuite, on ne se souvient pas quand on arrive, mais quand on part aussi, on ne se souvient pas. Le moment où on part, on ne s'en souvient pas. Comme le moment où on arrive, on ne s'en souvient pas du tout. On ne veut pas partir, sortir comme bébé, un peu comme quand on part aussi. Il y a des gens, quand même, qui sont tellement en paix avec la mort, ça existe. Et moi, j'ai souvent des appels, puisque j'écris beaucoup sur le sujet, des appels de gens qui s'en vont, qui disent « Boucar, je veux te rencontrer ». J'ai écrit là-dessus dans le livre des gens que je rencontre qui disent « Il ne me reste pas grand-chose, je m'en vais, et puis je voulais te parler. » Et puis, plein de questions. Et je rencontre des gens qui sont tellement en paix. Et je rencontre des gens qui sont en questionnement aussi. Et c'est ça. Les deux sont... On retrouve les deux. Mais je trouve que on peut comparer vraiment l'arrivée et le départ. Pas mal. Ouais, c'est bon. Et puis aussi, on voit que la médecine, notre société fait tout pour reculer cette date, hein, pour essayer de nous faire vivre plus longtemps en bonne santé ou en tout cas plus longtemps. Est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons pour lesquelles la mort est encore tabou aujourd'hui? Est-ce que ça serait perçu comme un échec dans nos vies de mourir? Absolument. Moi, je pense que c'est tabou parce que c'est ça, on l'a toujours combattu. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. L'humain a développé son intelligence en combattant la mort. Ça, c'est une vision évolutionniste qui est assez claire. C'est le fait de se gratter la tête et de mobiliser nos neurones pour repousser toujours plus loin la mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé comme science pour damer le pion à la grande faucheuse? C'est la médecine, c'est l'hygiène, c'est
tout, vous pouvez imaginer, toute notre vie est conditionnée par ça. Donc, et on s'en est rendu compte quand le virus est arrivé, on l'a vu, hein, le savoir cumulatif de l'humanité a été décuplé par l'arrivée du virus qui nous a menacés de mort. Et donc, on est devenu de plus en plus intelligent en essayant de repousser la mort, toujours plus loin, toujours plus loin. Et la médecine nous a permis quand même de vivre je dis souvent, il n'y a pas plus nouveau que la vieillesse, car dans l'ancien temps, il y avait peu d'anciens. Il n'y en avait pas. On mourait trop jeune pour faire vieux os, et ça, c'est la vérité. Et donc, l'âge d'or, on l'a obtenu en repoussant la mort. Mais plus on repousse la mort, ben, plus je pense qu'elle nous fait peur aussi. Beaucoup, beaucoup. Et c'est un gros problème parce qu'on ne travaille pas des fois sur l'acceptabilité de la chose. Parce que s'il y a une certitude biologique qui ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est que venir au monde, c'est signer une condamnation à mort. C'est juste que c'est écrit en petits caractères. Alors, on ne fait pas lire ça au bébé, on dit chaque pas, chaque respiration en est une de moins sur le chemin qui te mène vers là. Et ça, je pense qu'il reste un travail de préparation à faire, un grand travail de préparation. Et des fois, juste le dire à la personne, moi, ma mère, elle voulait absolument me voir avant de partir. Et puis, elle souffrait, je le savais qu'elle souffrait beaucoup. Puis un jour, ma blonde m'a dit, ma belle-mère, sa grand-maman, elle s'accrochait comme ça, et quelqu'un a dit à sa mère, dis-lui de partir, libère-la. Dis-lui de partir et libère-la et dis-lui, ne te sens pas coupable, va-t'en. Et j'ai essayé la même chose avec ma mère, et c'est la première fois que je l'ai vue pleurer parce qu'elle ne pleurait jamais, ma mère. Jamais. Ma mère est une orpheline de naissance qui a été une des femmes les plus généreuses que je connaisse sur la planète, qui a adopté plein d'enfants, les a éduqués, prenait soin, elle voulait sauver toute la planète. Je l'ai écrit dans mon livre pour l'amour de ma mère. Mais quand je l'ai appelée et j'ai eu son écoute entre deux traitements, puis je lui ai dit, maman, va-t'en. Je ne pourrai pas arriver à temps, je te le jure. Je n'arriverai pas à temps, puis je sais que tu souffres. Va-t'en, ce que tu avais à faire ici, tu l'as fait, je te jure. Et quand tu vas partir, les gens vont être, des milliers de gens vont venir pour dire à quel point tu étais important. Tu étais important pour la communauté. Maintenant, si c'est juste ça, moi, va-t'en. Et quand j'ai raccroché, elle pleurait. Et je savais que ça va marcher. Et le lendemain ou le surlendemain, elle est partie. Elle est partie, puis je pense que ce travail de préparation, il faut le faire aussi avec les gens les plus âgés. Évidemment, quand la mort frappe, quand les gens sont jeunes, c'est autre chose. C'est épouvantable. Ma mère a eu 9 enfants. Ces 9 enfants sont encore vus. Elle a vécu quand même 86, 87 ans, donc ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus difficile quand la mort frappe. Exact. Alors justement, tu parles des enfants, tu as plusieurs enfants aussi, Boucar. Est-ce que tu leur parles ouvertement de la mort? Ben oui, on discute de ça quand même. On discute de ça, mais assez délicatement, parce que ça aussi, il faut y aller avec modération. C'est un peu comme la crise climatique. Il ne faut pas bombarder, il ne faut pas faire du bombardement. Je pense que c'est important d'avoir une certaine pédagogie pour ne pas augmenter l'anxiété des enfants, mais c'est juste, ça arrive, on en parle. On en parle et réalise que c'est ça. Ça fait partie de la vie aussi. C'est les deux faces d'une même pièce. Oui. C'est les deux faces d'une même pièce. Et puis, je pense que plus on apprend là-dessus, plus on apprend à donner un sens à cette finalité inévitable, à quelque part. Plus on apprend à donner un sens, plus on est un peu plus serein. Ça ne règle pas la chose, mais on est un peu plus serein devant. Ouais. Alors, tu parlais aussi d'un sujet intéressant dans ton livre qui est la hiérarchie un petit peu de la peine, parce que tu disais justement quelques jours après, je pense 4 jours après la mort de ta maman ou de l'enterrement, tu es allé dans un cimetière et là, tu as vu un homme qui était à genoux, qui pleurait, tu allais lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il avait perdu sa femme et son bébé lors de l'accouchement. Et tu dis, maman avait-elle mis cet homme sur ma route pour m'inviter à relativiser ma souffrance? Est-ce qu'on peut relativiser de cette manière nos souffrances, tu penses? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'ai vu ce jeune qui était quand même très croyant.
Il était complètement abattu. Il venait de se marier, sa femme accouchée de jumelles, puis est décédé en couche. Et lui était là, à côté de la tombe de ma mère, à genoux. Il faisait ses prières et moi, j'arrive là avec ma soeur. Et puis, je trouvais ça, moi, je trouvais, c'est une coïncidence, c'est des coïncidences extraordinaires parce que la mort aiguise nos sens beaucoup. Hein? Alors, on essaie de trouver des liens et on en trouve. On trouve beaucoup de liens. Et cette personne, moi, je trouvais ça fantastique parce que j'ai posé la question et il me dit, moi, il me raconte l'histoire. Puis il me dit, chaque fois que j'ai des problèmes, je viens ici pour parler à ma femme et tout. Puis quand je l'ai vu, je savais quand il parlait de problèmes, c'est des problèmes quotidiens, ça veut dire des problèmes financiers et tout le reste, tu sais. Puis maman, quand j'ai quitté ici, à chaque fois, il me disait, amène des sous pour distribuer ça aux gens. Amen. Parce que la nature a été généreuse avec toi. Amène des sous et partage. Et ma mère elle disait, Bouka, donne aux gens et tu vas voir, quand l'adversité va se présenter, c'est tous les sourires des gens à qui tu fais du bien qui va servir de bouclier pour te protéger. Elle répétait ça tout le temps, ma mère. Et quand j'arrivais, elle disait tout le temps, va saluer telle personne, ça veut dire amène des sous et donne-lui. Jamais le jour, toujours quand les personnes ne voient personne. Va saluer, prends les billets, mets dans la main, tu salues la personne et tu l'abandonnes, puis tu t'en vas. Et ça, c'était sa façon de faire. À maman, c'est... Et donc, quand j'ai vu ce jeune, ça m'avait complètement renversé. Et ma sœur m'a dit, je pense que maman te faisait un test. Et moi, j'avais l'argent que j'avais amené à maman. Parce que je faisais ça tout le temps. Puis j'ai pris une bonne partie de cette somme-là, je l'ai donnée à ce jeune homme qui était là. Puis il ne comprenait pas parce qu'il ne me connaît pas, il ne connaissait pas qui je suis, ni personne de nous. Et donc, lui faisait ses prières. Puis voilà, moi, on était là en même temps. Puis on lui a donné la somme, il partait, il était... Et si, il était complètement mélangé. Je veux dire, j'ai dit à ma soeur, ben, ses prières sont exaucées. C'est vrai. C'est ça qu'il va dire en arrivant. Puis c'est la vérité, ses prières sont exaucées. Puis moi, j'avais l'impression en partant d'avoir été soulagé de quelque chose. J'avais l'impression que ma mère me regardait en disant, c'est bien, tu n'arrêteras pas de le faire parce que je suis parti. OK? Et ça, je pense que c'est aussi ça. Là. Et je suis parti de là, j'étais un peu plus en paix, pour vrai. Ok, ouais, c'est vraiment beau. Puis c'est un petit peu l'héritage aussi spirituel que ta maman t'a laissé qui va perdurer toute ta vie parce qu'à chaque fois que j'imagine que tu vas retourner en Afrique, tu vas penser à ce qu'elle te disait à ce sujet-là. Absolument. Absolument. Ça, c'est ancré. Je veux dire, c'est très ancré maintenant. C'est ma mère et moi, on avait une connexion spéciale. Vraiment. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais plusieurs fois, j'ai eu une grande peine et j'ai pensé à ma mère et mon téléphone a sonné. Et ma mère m'appelait très rarement. C'est des hasards de la vie, mais il y a des signaux. Le jour où ma mère est décédée, j'avais un engagement à Magog. J'avais un engagement pour faire un spectacle. Je n'avais pas le choix parce que c'est ainsi va la vie. Et je suis allé là. Puis quand je suis arrivé, j'ai trouvé une boîte dans la loge. Et c'était envoyé par une dame de 87 ans qui dit, j'ai trouvé cet objet dans les années 70 au Sénégal. Puis je suis vieillissante, puis mes enfants ne s'intéressent pas à ça. Je pense que ça va te faire du bien à toi. Et j'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé une sculpture montrant le sacrifice d'un zébu. Donc, et qui est l'image typique des funérailles chez moi. Donc, le jour où on m'a annoncé que ma mère est décédée, une dame que je ne connais pas m'a envoyé une sculpture montrant des hommes en train de sacrifier un zébu. Et je l'ai encore ici. Et quand j'ai vu ça, mon cœur a failli s'arrêter. Et puis, ce sont des hasards comme ça qui nous font dire, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. La seule certitude dans ce monde, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Vraiment, parce que, je ne sais pas, quelle est la chance? Quelle chance? Quelle est la chance de cette synchronicité? En tout cas, je l'ai ici, ça me fait du bien. Oui. Génial. Alors, je vais peut-être prendre une question du public, c'est Lynn, qui me dit comment bien accompagner une personne qui est sur le point de mourir. Mais nous, chez nous,
dans ma communauté, moi, je suis un CRR du Sénégal. Et les CRR ont cette façon, quand la personne est consciente, de la tenir et de lui dire ce qu'elle a fait de bien. Tagas, on dit tagas dans ma langue. Tagas, ça veut dire vanter, chanter les louanges de la personne. C'est-à-dire de lui dire, voilà ce que tu as fait de bien et qui fait que tu peux partir en paix. Et moi, je trouve que ce truc est important. Il est important de dire à la personne, on a un proverbe africain qui dit, un humain, ça vient de Madagascar, un humain est vraiment mort que lorsque les vivants l'ont oublié. N'est-ce pas? Et donc, il est important de dire à la personne, nous t'oublierons pas. On ne peut pas t'oublier parce que voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà, tu as placé le nous avant le jeu et ça a donné ça. Et de dire ça à la personne, je pense que c'est important. Et l'autre personne, c'est juste d'être présent, empathique et avoir de l'écoute. C'est ça, c'est tout. Hein. Pour moi, ce sont les deux plus importants. Quand quelqu'un prend un ticket pour partir en voyage, il doit y aller seul. Il y a cette peur aussi qui habite l'espèce humaine devant cette chose. Inconnu un petit peu. Oui, ouais. cette peur. Et donc, moi, je pense que d'être avec la personne, d'être empathique, puis d'avoir de l'écoute, puis de lui dire ce qu'elle a fait de bien. Moi, je crois à ça. Je crois que c'est important de dire à la personne, voici, j'ai fait ça avec ma mère, puis ça lui a fait du bien. Ouais. De lui dire tout ce que tu as fait là. Regarde, tu as élevé tes 9 enfants et une vingtaine d'autres personnes sont passées entre tes mains. Et tout ça, tu leur as donné une chance et ils existent. Les traces que tu as laissées sont incommensurables. Et quand ma mère est décédée, des milliers de gens sont venus à la maison. Je suis allé là même une semaine après, des centaines de gens défilaient dans la maison et ils venaient. Et ils venaient. Et plein de gens dont les enfants portaient le prénom de maman parce que c'est comme ça chez nous. Quand tu aimes la personne, puis tu as un attachement particulier pour cette personne, tu prends tes enfants, puis tu lui donnes son prénom. Et donc, il y en a plein qui sont venus, des gens, et qui ont pleuré beaucoup, ma maman. Puis les CRR, ils disent ça, le nombre de personnes qui pleurent pendant les funérailles sont un indicateur de la qualité de l'individu qui est parti. Parce que c'est très rare de voir des gens venir verser des vraies larmes pendant le décès de quelqu'un qui, de son vivant, a mis juste le mois avant tout le reste. Et c'est ça. Ouais, c'est des beaux conseils. Merci beaucoup, Boucar. Je finirai avec cette phrase que tu as mise dans ton livre qui est « Tant qu'un humain restera dans le cœur des vivants, son étoile continuera à briller longtemps. » Après son départ, excuse-moi, je suis un petit peu émue par cela. C'est une belle symbolique. Explique-la nous. Ben, c'est parce que pour moi, c'est ça aussi, l'immortalité est dans le cœur aussi. Mais pas juste dans le cœur, parce qu'on prête au cœur beaucoup de choses. Mais le cœur est connecté avec nos émotions, on le sait. D'ailleurs, on pensait avant que le cœur était le siège de l'intelligence. D'où l'expression apprendre par cœur. C'est apprendre par cœur. Mais pour moi, le cœur est tenu en bride, par des brides. Les physiologistes, on sait que le cœur, il y a deux brides qui tiennent le cœur en laisse, le cerveau tient le cœur en laisse. Le cœur a une certaine autonomie, mais de temps en temps, le cerveau lui dit « reviens ». C'est bon de palpiter, mais ça, il faut que tu reviennes parce que ça ne peut pas continuer. Et c'est ça, c'est pour moi, il est là. Le secret, il est là. C'est entre le cœur et les fibres. On appelle ça les fibres sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome qui tiennent le cœur à partir du cerveau. Et pour moi, il y a cette promenade-là entre le cerveau, les souvenirs de la personne et le baume que ça provoque dans notre cœur quand on y pense. Et ça, c'est parce que les informations voyagent entre le cerveau et le cœur. Tu vois cette autoroute-là? Moi, c'est là, c'est l'autoroute. L'autoroute, la nature nous a donné cette autoroute pour rester connectés avec ceux qui sont partis. C'est au-delà des cimetières, parce que les cimetières sont un endroit extraordinaire aussi. Mais au-delà des cimetières, c'est cette autoroute entre le cerveau et le cœur, parce que nos morts, ils sont là aussi. Mais quand on les aime vraiment, dès qu'ici est touché, on le sent dans le cœur. Et ça, on l'a. Personne ne peut nous l'enlever. Ça va rester là tout le temps.
Oui, exactement. Bah, écoute, merci infiniment, Boukhar Diouf, pour ta présence aujourd'hui. Je vous rappelle donc le livre de Boukhar, Ce que la vie doit à la mort, un magnifique livre qui peut donc aider énormément de gens, peu importe le deuil finalement que vous êtes en train de vivre. Merci beaucoup, Boukhar, pour cette demi-heure avec nous. C'était vraiment un honneur de t'avoir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui allaient nous écouter en rediffusion. Et puis, je vous rappelle que le coffret Couleur du deuil, qui est aussi un petit peu comme Boukhar l'a dit, des outils qui peuvent nous aider parce que quand on avance dans l'inconnu, ben, c'est beaucoup plus difficile, alors que quand on sait un peu comment mieux se préparer à la mort, au deuil, aux différentes émotions, aux différents états qu'on va parcourir, ben, on devient déjà plus serein. Alors, ce livre est un très bel outil pour vous, ainsi que le coffret. Fait que je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Boukhar. Merci Aurore et salut à tous ceux qui étaient avec nous. Merci. Bye bye.